Et c'est l'heure du Monde en 7. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission qui passe en revue les grandes actualités et a marqué les 7 derniers jours. Et nous allons passer en revue la situation en Russie, élection présidentielle, Poutine réélu haut les mains. Notre deuxième sujet concernera le Sénégal, fin de la campagne électorale. Après, nous irons en Guinée, limogeage du chef de la compagnie d'électricité après des coupures répétées. Puis nous reviendrons clôturer cette émission avec l'actualité au Togo, pré-campagne électorale timide. Et pour aborder ces sujets, deux invités sur ce plateau avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonjour Louis et bienvenue. Bonjour docteur, bonjour à toutes et à tous. Et notre deuxième invité aujourd'hui, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonjour Constant et bienvenue. Je vous salue docteur Guillaume. Je salue Louis Kamako, mon co-débatteur, et je salue également toute l'audience de New World TV, aussi bien à l'intérieur du Togo comme à l'extérieur et au-delà de notre continent. Alors, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a été réélu à l'issue d'une élection présidentielle qui s'est tenue du 15 au 17 mars courant en Russie. Le chef du Kremlin brigue un nouveau mandat. Il a été réélu avec un score d'environ 88%. Il était face à 5 autres candidats. Vladimir Poutine donc a été réélu, comme le dit notre titre, haut les mains, Constant. Oui, Poutine, le maître du monde du jour, ou du moins c'est du moment, a été réélu à la tête de son pays sans aucune surprise, dans la mesure où, par sa force et le dynamisme qu'il a en Russie et dont les électeurs sont témoins, c'est le contraire qui nous aurait étonné, parce que Poutine a fait de la Russie un État puissant, très puissant, développé et qui n'envie rien à aucun autre pays. Quand on parle des grandes puissances du monde, aujourd'hui, la Russie, si elle n'est pas la première, personne ne supplante, aucun autre pays ne supplante la Russie au premier rang de puissance du monde. Alors, si Poutine a réussi à hisser son pays à ce rang, nul doute que les électeurs, ou du moins la population russe, lui apporte tout son soutien en ces moments de guerre où Poutine a lancé cette stratégie de protection sécuritaire du pays et de la population. Comme je le disais, le contraire aurait étonné. Alors, face à 5 autres candidats, Poutine s'en sort avec pratiquement 88% des votes. Je pense que c'est la norme, ou du moins c'est ce qui est normal à comprendre. Et aucun adversaire n'a levé le doigt pour contester les résultats. N'en déplaise aux presses ou aux médias qui tendent à salir ou bien ternir la belle image de cette élection. Je pense que Poutine a raison. Et le peuple a confirmé, le peuple russe a confirmé que Poutine a raison. Bravo à la Russie dans son ensemble. Et je pense que le combat pour l'épanouissement de l'ensemble des Russes et de toute la population mondiale est aujourd'hui l'enjeu majeur de la lutte que Poutine a engagée en cherchant à protéger les faibles contre les rapaces occidentales. Alors, Louis Kamako, le président russe a été réélu à l'issue de cette élection présidentielle qui s'est tenue du 15 au 17 mars. Il a été réélu sans surprise, comme le disait Constant Lemou tout à l'heure, avec un score de presque 88%. Vos premières réactions? Oui, non, mais je pense que Constant Lemou l'a dit, c'est le contraire qui aurait pu nous étonner, parce que quand vous voyez aujourd'hui Vladimir Poutine avec tout ce qu'il fait en Russie et dans le monde entier, je pense que ces actions ne se limitent pas seulement au Kremlin, mais dans le monde entier. Vous avez vu le rôle prépondérant qu'il a joué, notamment
lors de la crise à coronavirus. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est lui qui, à un moment donné, a mis fin à la crise à coronavirus parce que... Mais effectivement, on dit ça, mais est-ce que... Non, c'est vrai que c'est officieux, mais quand vous lisez entre les lignes, vous allez justement vous rendre compte que c'est justement parce que à un moment donné, Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine pour que... et puis coronavirus a décidé de partir. Est-ce que ce n'était pas une heureuse coïncidence? Non, pas de coïncidence, parce qu'à l'époque, la maladie était... on parlait en fait, de zone de pic de la maladie, parce que c'était à l'époque où les cas augmentaient. Et on disait que c'était la période de pic en fait. Donc ça veut dire que ça ne devait pas s'estomper comme ça tout droit. Mais donc à un moment donné, on a compris qu'il va falloir des gens comme Poutine justement pour venir mettre du sable dans le gari des gens. Et il a fait. C'est vrai que Constant l'a dit tout à l'heure que en fait, les résultats n'ont pas été constatés. Mais quand vous voyez aujourd'hui les contempteurs de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que ces détracteurs, les dirigeants européens, eux, ils trouvent que cette élection-là n'a pas été libre, n'a pas été transparente, n'a pas été en fait... Justement, nous allons parler de ces réactions. Oui, ouais, voilà. Mais je dis que Poutine est réélu juste parce que son nom continue toujours pas planer, non seulement sur le Kremlin, mais dans le monde entier. Vous avez constaté que c'était de l'euphorie. Certains dirigeants africains, à l'image des pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Niger surtout qui a été le premier à féliciter, Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il fait est accepté un peu partout dans le monde. Son engagement en fait à redistribuer les cas, son engagement à rendre tout le territoire, en fait toute l'humanité indépendante aujourd'hui est accepté et adoubé par tout le monde. Et vous l'avez vu, vous l'aurez pu peut-être constater parce que les électeurs russes ils savent qu'aujourd'hui il leur faut un homme comme Poutine pour justement tenir tête aux Occidentaux qui veulent à tout prix leur faire la peau. Donc je pense que les gens vous diront que Poutine en fait c'est à peu près un mal nécessaire pour la Russie et pour le monde entier. Alors vous parlez tout à l'heure des pays occidentaux. Constant à l'annonce de ces résultats, plusieurs pays, ou du moins pratiquement tous les pays occidentaux n'ont pas vraiment aimé ces résultats en Russie. Plusieurs critiques, on critique plutôt l'organisation des élections dans une partie du territoire ukrainien qui seront, selon la France, est temporairement sous le contrôle de la Russie et où la Russie a organisé ces élections, ce qui, selon la France, ne devrait pas être fait. Et puis, plein de critiques sur cette réélection. Comment avez-vous reçu ces analyses-là du côté européen de la victoire de Vladimir Poutine? Oui, je pense que les élections se sont déroulées dans les territoires russes. Que ce soit des territoires qui se trouvaient anciennement en Ukraine ou les États russes qui se sont regroupés. Je pense que désormais, c'est le même territoire. Et les référendums ont été organisés dans ces États où la Russie a conquis à l'occasion de la sécurisation de l'Europe, de l'ensemble de l'Europe et du côté Est. Je pense que tous les peuples anciennement ukrainiens ont accepté être désormais des États russes. Et naturellement, les élections ont été organisées, le vote a été organisé dans ces États-là. C'est normal. Je ne sais pas qui a demandé l'avis de la France pour se prononcer sur la bonne ou la mauvaise organisation, parce que la France n'était pas invitée à être observatrice. Je pense que c'est une façon de se faire c'est un effet d'annonce, tout simplement, les critiques françaises. Les Russes ont voté. Les Occidentaux, je veux parler des Français et autres, ne sont ni électeurs ni éligibles en Russie. Ils ne sont pas, je l'ai déjà dit, des observateurs à l'occasion des élections présidentielles, de l'élection présidentielle en Russie. Je ne sais pas à qui ils adressent leurs critiques. Et puis les Russes eux-mêmes ont fini avec les élections, les résultats sont proclamés et tout est déjà rentré en ordre pour continuer le travail habituel. Donc
que quelqu'un se pose des questions sur une partie du territoire russe où le vote s'est déroulé, il n'y a pas de souci. Ça, ils en ont besoin pour eux-mêmes. Hein? Les élections, que le taux de participation soit à 100%, 99% ou combien pour cent, c'est un problème russe, ce n'est pas un problème français. Hein? Ces peuples anciennement ukrainiens ne se sont pas plaints de l'organisation de l'élection dans ces territoires-là. Alors, on a l'habitude de parler des scrutins ou des résultats à la soviétique. Oui, je voulais aborder cet aspect. Bien aussi, sûr. C'est 88% quand même. Hein, est-ce qu'on est obligé... Vous êtes 6 candidats. 6 candidats. Chacun a battu la campagne. Je l'ai dit tantôt. Aucun candidat qui a échoué ne s'est plaint. Personne n'a dit le score sorti de cette élection ne me ressemble pas. Personne n'a contesté. Est-ce qu'on pouvait se plaindre de cette élection en connaissant le contexte russe? C'est dans ce contexte c'est justement dans ce contexte qu'ils se sont présentés. Leurs dossiers de candidature ont été acceptés. Ils ont battu campagne et les Russes ont voté. Alors, à l'issue de ce scrutin, aucun candidat qui s'était opposé à Vladimir Poutine ne s'est plaint des résultats, encore une énième fois. Alors, je me demande... Il y a certains aussi qui estiment que ces opposants que vous dites qui ne se sont pas plaints sont des opposants fabriqués de toutes pièces par Vladimir Poutine et que le plus sérieux, c'était un certain Navalny qui finalement était mort quelques jours avant les élections. Est-ce que c'est parce que Navalny est mort que les élections n'auraient pas eu lieu? Genre que c'était lui le plus sérieux et qu'on l'a écarté en fait. Jusque-là, le problème, à mon avis, le problème ne se pose pas. La crédibilité des élections en Russie regarde ou concerne les Russes. Si les Russes sont satisfaits de leur gouvernance, de leur leader, qui se trouve être reconduit pour un nouveau mandat, ça ne regarde que les Russes. Les autres, qu'ils gardent leur avis. De quoi je m'en mêle? Dans la mesure où, bon, peut-être, ils auraient souhaité que l'opposant, qui malheureusement est décédé, prenne le pouvoir pour ramener la Russie au rang des faiblards des pays occidentaux. Nous savons ce que l'autre, Mikhail Gorbatchev, a fait de l'URSS. Effectivement, parce qu'il a opté pour la démocratie à l'occidental, le résultat immédiat a été la dislocation de l'URSS et donc son affaiblissement. Heureusement qu'il y a un Poutine et un couple, disons Poutine et son ami là, qui ont réussi à retrouver, à renforcer l'Union russe pour servir de contrepoids. Et aujourd'hui, la Russie est devenue une puissance qui est crainte en Occident comme aux États-Unis, en Amérique, dans son ensemble. N'eût été des hommes forts à la trempe de Poutine, aujourd'hui, l'Occident n'aurait rien en face comme une puissance résistante et c'est l'ensemble du monde qui serait sous la coupole du capitalisme mortel que développent les États-Unis et l'ensemble des États de l'OTAN. Justement, aujourd'hui, grâce à la force, à la puissance russe, les pays, les États africains qui ont eu la chance d'avoir en leur tête des leaders qui savent où ils veulent conduire leur pays, sont en train de sortir des griffes, des rapaces, de ces puissances rapaces occidentales et américaines. C'est cela. Alors, Louis, on revient un peu sur la contestation. On dit
ces élections n'ont pas été contestées. On n'a pas vu quand même, comme on le voit dans certains pays, hein, mais est-ce que dans le contexte russe, quelqu'un aurait quand même le courage de faire face à Vladimir Poutine pour contester? Justement, je pense que c'est la question pertinente qu'il faut poser. Et donc, c'est vrai qu'à l'interne, il n'y a pas de critique en tant que telle, vous l'avez dit. Même si il y a certains médias d'opposition qui parlent de plus de 22 millions de voix qui ont été ajoutées à celles de Vladimir Poutine. Maintenant, en ce qui concerne en fait les observateurs internationaux qui ont été absents sur le terrain, je pense que ils ont tout le droit, en fait, de toucher du doigt cet aspect-là, parce que les principes démocratiques sont faits de telle enceinte que pour des élections aussi importantes, il faut un regard extérieur. C'est pour ça qu'à chaque élection, on vous dit que, par exemple, en Afrique, on parle des observateurs de la CEDEAO, des observateurs de l'Union européenne et tout cela. C'est ça qui rend le scrutin transparent et libre, en fait, à tout le monde. Maintenant, sauf que ici, nous sommes dans un cas précis. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, c'est un seul contre tout le monde entier. Je le dis tout à l'heure parce que quand vous avez vu le soutien indéfectible que tous les États du monde entier ont apporté ou bien continuent pas à apporter à l'Ukraine dans la crise russo-ukrainienne, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, Vladimir Poutine, c'est l'ennemi à abattre à tout prix. Et donc, je crois que les Russes l'ont compris de la sorte. Et pour eux, pour l'avenir de la Russie ou bien pour l'avenir du Kremlin, il faut quelqu'un à la trempe de Vladimir Poutine. C'est pour cela qu'ils ont renouvelé la confiance en fait à Vladimir Poutine. Maintenant, l'opposition, même en soi, vous l'avez dit, c'est vrai que quand vous prenez par exemple le Parti libéral-démocrate de Russie, le président même en cours de chemin, c'est-à-dire qu'à quelques jours de la présidentielle, lui-même il a déclaré Vladimir Poutine vainqueur, c'est-à-dire qu'il a fait allégeance à Vladimir Poutine compte tenu de la mobilisation, compte tenu des résultats engagés sur le terrain. Il a dit, il s'est peut-être déclaré forfait entre guillemets. Ça veut dire que celui-là ne peut pas contester les résultats et puis ça n'a pas été fait. Maintenant, quand vous êtes dans un régime entre guillemets autoritaire, un régime totalitaire, un régime de despotisme en fait. Quand vous êtes en face d'un despote comme Vladimir Poutine, je pense que c'est pas souvent facile en fait pour les opposants de vivre sur le sol national. On a vu à ce qui est arrivé par exemple à quelqu'un comme Prigojine. Vous parlez tout à l'heure de Navalny qui a été qui est mort en prison récemment. Et donc c'est-à-dire que c'est des durs à cul en fait. C'est des opposants qu'on peut l'appeler des durs à cul, des gens qui tentent. Ce Prigojine aussi était un opposant. Mais en guillemets, il n'avalait pas tout en fait. Le programme, ou bien c'est sa rébellion qui peut-être. Voilà sa rébellion qui fait de lui un opposant aiguisé en quelque sorte. Donc c'est des choses en fait que Vladimir Poutine n'aime pas. Et quand vous êtes comme ça, pour lui, vous êtes un ennemi juré. Et donc, on a vu ce qui est arrivé à Prigojine, en fait. Et donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un opposant charismatique, c'est-à-dire qu'un opposant radical et vivre en Russie. Mais en Occident, ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment combattre le dictateur, si vous voulez vraiment combattre la mouvance, vous devez être dans le pays. Mais Vladimir Poutine ne tolère pas ça. Et c'est pour ça que vous allez voir que cette élection-là s'est passée comme une lettre à la poste et que les résultats n'ont pas été contestés comme cela se doit. Alors parlons, un dernier mot sur le score. Un score vraiment soviétique. Un score soviétique. C'est vraiment digne du nom. Ouais, soviétique, et je l'ai dit tout à l'heure, parce que pour les Russes, il est facile pour eux de faire un choix entre le sorcier et le voleur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quelqu'un qui puisse avoir qui a le même acabit que Poutine aujourd'hui. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Est-ce que parmi les 6 candidats ou bien parmi les 5 autres candidats, est-ce qu'il y en a un qui peut avoir la fougue, qui peut avoir la grinta de la ténacité, comme tu le dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir la stratégie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les moyens de tenir aujourd'hui tête à toute l'humanité, de tenir tête à toutes ces puissances occidentales? Je ne pense pas. Donc pour eux, le choix de Vladimir Poutine, c'est un choix légitime, c'est un choix comment dirais-je, fatal. C'est un choix qui passe à pas de tout. Donc pour eux, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai dit, les résultats, vous l'avez, c'est juste parce que on voit les prouesses que Vladimir Poutine est en train de réaliser dans la crise russo-ukrainienne. Je disais tout à l'heure qu'il est le seul contre toute l'humanité, mais jusque-là, il n'a pas courbé les chines et il continue par faire de bons résultats. Donc pour les Russes, c'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose à maintenir.
Donc, Vladimir Poutine, pour eux, c'est l'homme providentiel, c'est l'homme de la situation. Merci beaucoup. Alors, à vous, Louis, quelque chose à ajouter, Constant, ou bien on pourra passer directement au deuxième sujet? Beaucoup à ajouter, beaucoup à ajouter. Et je pense que lui a bien fait de dire que l'opposant qui est mort était vraiment un opposant aiguisé. Bien aiguisé sur les meules occidentales. Voilà. Alors, bien sûr, il est bien aiguisé sur les meules occidentales. Autrement dit, un homme politique russe au service des Occidentaux, des intérêts occidentaux. Est-ce que les Russes ont besoin d'avoir un président acquis à la solde des intérêts capitalistes occidentaux? Je ne pense pas. Non. Justement, il devient comme un poison pour la puissance russe. Ça, c'est d'un. Quand vous parlez des principes démocratiques, qui définit ces principes? Qui les a définis? Ce sont les Occidentaux. Pour le bénéfice de qui? Pour le bénéfice des intérêts occidentaux. Et c'est eux qui devraient venir apprécier si les Russes respectent les principes occidentaux, les principes démocratiques occidentaux. Mais non, on n'en a pas besoin. Effectivement, c'est au nom de ces principes démocratiques définis à l'occidental que l'URSS a été disloquée sous Mikhail Gorbatchev. Et les États qui ne se sont pas ralliés à la Fédération russe, ils ont été tout simplement cooptés par l'OTAN. Prenons l'exemple de l'Ukraine qui faisait partie de l'ensemble de la République, de l'Union des républiques soviétiques. Aujourd'hui, l'Ukraine est devenue comme un danger à la fois pour la Russie, mais aussi en train de devenir un danger pour l'Occident. Mais le principe ou la vision des Occidentaux, c'est d'étendre l'OTAN pour neutraliser toutes les puissances qui tenteraient de contester la suprématie occidentale ou américaine. Ce que ces dernières ne peuvent jamais réussir face à Poutine. Je le répète, Poutine a fait de la Russie une puissance. Poutine prend toutes les mesures pour sécuriser la Russie. Poutine développe aussi bien à l'intérieur ou à l'international la puissance de l'ensemble de la Russie, et les Russes se font respecter partout où ils se passent, où ils sont appelés à vivre, parce qu'ils sont une puissance grâce à Poutine. Les pays ou les peuples n'en demandent pas mieux. Si aujourd'hui, le président de la République du Togo, l'actuel président Faure Essouzumna Gnassingbé, fait du Togo une puissance, eh bien, on n'a pas besoin de le remplacer. Parce qu'en fin de compte, nous avons besoin d'un pays développé, la population épanouie, respectée de partout dans le monde. Et là, nous n'avons pas besoin de mieux que ça. C'est cela. On n'a pas besoin de s'amuser, alors que dans les petits jeux soi-disant démocratiques, entre guillemets, c'est juste des stratégies pour désorganiser, disloquer les pays. C'est pas normal. Partout où il y a les guerres aujourd'hui, ce sont les intérêts occidentaux qui développent, qui créent et alimentent les guerres. Est-ce que c'est de ça nous avons? C'est ça les principes démocratiques dont nous avons besoin? Quand vous relancez le débat comme ça, moi, je ne peux pas l'épouser en fait. C'est parce que ça dit, non, l'une est indispensable, on l'a toujours dit. Ça ne veut pas dire qu'en Russie, il n'y a pas que Poutine en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que les candidats là qui sont allés à cette élection-là, les Russes n'ont pas trouvé en eux quelqu'un qui peut faire comme Poutine. Mais dire que dans l'ensemble, si Poutine fait bien, moi, je ne sais pas, Poutine, je n'apprécie pas trop sa gouvernance. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas russe? Je ne suis pas russe, mais j'ai mon regard extérieur sur ce qui se fait, sur les principes démocratiques. Vous avez dit que les principes démocratiques ne demandent pas que, en fait, que les élections soient observées par X ou Y que ce soit. Ça, je ne l'épouse pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est la facilité que Poutine a pour d'éliminer ou bien de broyer tout ce qu'il a comme obstacle, tout ce qu'il y a comme obstacle devant lui. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand vous êtes un opposant charismatique, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes un opposant radical, vous ne pouvez pas vivre au pays, vous êtes obligé de vivre en exil. Ah non, vous avez donné l'exemple de deux personnes. Et quand c'est pour y revenir, après, ils n'ont pas survécu. Celui qui est mort
en prison a été condamné pour des faits. Mais non, mais pour des actes qu'il a posés contre les intérêts russes. Et l'autre, Prigogine a pris les armes. On a vu la vie. Quelqu'un qui prend les armes, qu'est-ce qu'il faut en faire? On a vu qu'il a vécu en prison. Jusqu'à présent, Poutine est le meilleur russe. Poutine est le meilleur russe jusqu'à présent. Nous sommes d'accord que ce n'est pas un éternel. Voilà. Poutine n'est pas un éternel. Le jour où il sera rappelé à Dieu, il y aura un autre Poutine s'il faut le cloner. Lorsque Poutine partira, on en trouvera mieux peut-être. On en trouvera plus que Poutine. On en trouvera plus puissant que Poutine. Voilà ce que je dis, c'est-à-dire qu'il met tous les moyens pour parvenir à ses fins, c'est tout. C'est-à-dire quand aux fins russes, hein. Ah voilà, peut-être. Ah bon, ça c'est à chacun d'analyser. Merci beaucoup, mais puisque nous parlons de Russie, avant de quitter la Russie, il faut dire qu'une fusillade a eu lieu effectivement ce vendredi soir près de la ville de Moscou, faisant au moins 40 morts et 100 blessés. Mais puisque c'est pas le sujet, on va pas le commenter. On fait donc le pont directement pour nous rendre au Sénégal. Nous revenons sur le continent pour parler de cette fin de campagne au Sénégal. Elle a débuté le 9 mars et a pris fin ce 22 mars au Sénégal. 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes demain dimanche pour élire le successeur de Macky Sall. Le premier tour de l'élection présidentielle est finalement prévu pour ce dimanche 24 mars. La campagne électorale, elle autre, s'est clôturée ce vendredi à 23h59 et c'est fini. C'était le clap de fin de la campagne électorale. Je reviens à vous, Louis. 7 millions de Sénégalais sont attendus aux urnes ce dimanche pour une présidentielle inédite. Oui, une présidentielle inédite parce que c'est la première fois où une élection présidentielle enregistre autant de candidatures. Nous sommes à 19. C'est la première fois où les élections ont également connu des ajustements miraculeux avec l'intervention des juges, des sages en fait de la République sénégalaise, avec des va-et-vient d'un président qui voulait à un moment donné tordre le cou à toute une constitution pour faire plus de 6 mois de plus à la tête de l'État. C'est également la première fois où des candidats ont été emprisonnés, ont été libérés en pleine campagne. Donc je pense que brièvement c'est ce qu'on peut retenir pour ce qui est de l'histoire. Maintenant la campagne, c'est dit le clap de fin, tu l'as dit, la campagne a pris fin hier vendredi pour ne pas dire à 0 heure parce que tous ces candidats là se sont retrouvés sur la capitale où ils ont animé leur dernier meeting et ils ont défendu une fois encore leur programme de société. Il y a certains qui quand vous prenez des régions, des banlieues de Dakar, c'est le problème d'inondation. Donc des gens ont surfé sur cela pour appeler l'électorat à voter pour eux pour pouvoir justement résoudre ces problèmes d'inondation. Vous avez un candidat qui a demandé que en fait le vote lui soit accordé pour que à l'arrivée il puisse puisqu'il est tellement ancré dans les valeurs traditionnelles sénégalaises, il a demandé de moderniser en fait toutes les écoles coraniques au Sénégal. Et donc vous avez les gros challenges en fait aujourd'hui à Amadouba. Amadouba, je rappelle que c'est lui le candidat de la mouvance, c'est le candidat de Macky Sall. Donc lui, il se porte comme le choix de l'expérience, il se porte comme quelqu'un qui a la capacité de gouverner, quelqu'un qui a déjà cohabité. Ouais, il a été premier. Voilà, il a quand même un pédigré intéressant. Souffrir qu'on en revienne pas là-dessus. Et donc pour lui, il est l'homme de la situation et il était de surfer sur le bilan. Bon, le bilan, peut-être on en parlera, le bilan de Macky Sall, qui est peut-être pour certains mitigé, qui est peut-être pour certains satisfaisant. Ça dépend de quel bord on se trouve. Donc lui aujourd'hui se dit être l'homme de la situation. Mais à côté, le gros challenger, c'est Diomaye Faye en fait, avec son alter ego. Ousmane Sonko, ils ont circulé un peu partout en fait le territoire sénégalais. Ils ont également chuté hier à Dakar. Et donc pour eux, ils pointent du doigt en fait la mauvaise gouvernance de Macky Sall. C'est-à-dire qu'ils promettent en fait une répartition
égale en fait des ressources du pays à tous les Sénégalais lorsqu'ils seront au pouvoir, et ils dénoncent d'une manière ou d'une autre ce qu'ils appellent la gabegie financière, l'impunité en fait au sein de l'appareil de l'État. Et donc tous les mots en fait qui minent aujourd'hui le Sénégal, eux ils ont surfé sur cela pour justement vendre leur programme de CCT. Je crois que ce qu'il faut noter, c'est que cette campagne-là s'est terminée sans heurts ni affrontement, comparativement à ce qu'on a eu à assister où les candidats se sont télescopés petitement. Donc je crois que tu l'as dit, c'est un clap de fin. Maintenant la campagne est terminée. Je crois que les uns les autres sont arrivés à faire passer leur message, et donc il revient aux Sénégalais de faire le bon choix demain dimanche en fait. Et tous les regards sont tournés vers le Sénégal pour voir quel choix les Sénégalais feront ce dimanche 24 mars pour le compte de la présidentielle en choisissant le successeur de Macky Sall. C'était le clap de fin de la campagne électorale et elle a pris fin ce vendredi à 23h59, Constant. Oui, bravo à la classe politique sénégalaise qui a finalement conduit la campagne électorale sans heurts, comme l'a dit Louis Kamako. C'est très admirable. Les 2 semaines de campagne démontrent clairement que les événements malheureux qui se sont déroulés avant ces élections présidentielles ont pour cause Macky Sall. Il a fait mourir gratuitement des Sénégalais. Et pourtant, lui, il a été accompagné très sagement et avec toute la sécurité à la présidence du Sénégal, où il a passé 12 ans. 12 ans sans être dérangé, mais pour partir de cette présidence, il a fallu qu'il fasse mourir, qu'il fasse blesser, qu'il fasse détruire des biens publics et privés. Voilà, quand ce mauvais grain de sable s'est retiré, ou a annoncé effectivement son retrait, tout se passe normalement. Alors, bravo, coup de chapeau. Mais il est toujours président. Il est toujours président. C'est sous sa gouvernance que cette campagne se déroule. C'est sous sa... dire que c'est à mettre à son actif. Sous... Vous avez suivi sa dernière interview. C'est sa gouvernance. Qui n'est coupable de rien, qui n'est fautif de rien. Oui, c'est ça sa mauvaise foi. C'est comme ça qui agace encore le plus. C'est comme ça que raisonnent les irresponsables. Non, s'il vous plaît. C'est de cette façon que raisonnent. Nous parlons de écoutez, même si il n'y avait aucune relation, sa gouvernance n'avait aucune relation avec les événements malheureux, il endosse en tant que premier responsable du pays, en tant que président de la République, qui est obligé ou qui a la lourde responsabilité de garantir la sécurité des personnes et des biens du Sénégal. Sur ce plan, et ces événements douloureux qui étaient liés directement à la prorogation de son mandat, à sa volonté de faire un 3e mandat, qu'il décline sa responsabilité. On ne lui prête pas les intentions, il n'avait pas besoin de tergiverser lorsque la question lui a été posée. C'est parce qu'il a créé le flou, que le flou a entraîné tous ces événements sous lui, sous son regard, sous le déploiement des forces de l'ordre et de sécurité, sous sa haute responsabilité, et qui a fait des morts. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'ils disent qu'il ne se sent coupable de rien, c'est le raisonnement d'irresponsable. En tant que président de la République, il devrait présenter ses excuses à l'ensemble de la population sénégalaise. Surtout qu'il est en fin de mandat, qu'il va se retirer. La sagesse aurait voulu qu'il assume ses actes, qu'il présente ses excuses et qu'il se retire honorablement. Malheureusement, il sort par la petite porte. Lui, il a fait campagne pendant 3 semaines pour se faire élire. Voilà son comportement a fait qu'aujourd'hui, la campagne électorale est réduite à 2 semaines. Qui en est responsable? Il n'y a pas de responsable au Sénégal de cette situation. Je dis, j'admire la classe politique sénégalaise, j'admire la justice sénégalaise, surtout le Conseil constitutionnel. Quant aux juges qui ont été manipulés et qui ont pris sur eux de condamner les responsables politiques parce qu'ils sont sous la coupole du président de la République, honte à eux. Aujourd'hui, la nature donne raison à tous ces opposants injustement incarcérés, aujourd'hui réhabilités et qui sont en train
d'avancer tout droit vers le fauteuil présidentiel. Ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très belle situation pour le Sénégal qui donne un exemple. Franchement, j'admire les politiques ivoiriens. Je les admire parce que ils ont fait preuve d'une... Des Sénégalais, des politiques sénégalais. Des politiques sénégalais, s'il vous plaît. Hein? J'admire ces politiques sénégalais parce qu'ils ont montré une grande maturité politique. Hein? Ces hommes politiques sénégalais, vraiment, ça manque à mon pays et ça me fait mal. Ou du moins, ceux qui existent sont tous du parti au pouvoir. S'il y avait de ces qualités des hommes politiques de cette trempe dans l'opposition, je pense que le débat politique aurait pris de la hauteur dans notre pays et nous serions beaucoup plus contents, plus fiers de nos hommes et de nos femmes. Effectivement, la campagne a pris fin, hein, et nous avons compris que la mobilisation est grande. Le débat a été intéressant parce que chaque candidat a développé son projet de société. Et vu la mobilisation, vu les caravanes qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire et surtout sans heurts, comme vous l'avez dit, rien ne nous surprend que le duo Diomaye Faye et Sonko soit élu en dernier ressort, ou du moins s'il sortait élu dès le premier tour, ça ne surprendrait pas. Parce que le candidat du parti au pouvoir, le premier ministre du gouvernement sortant, ayant été affaibli par le président de la République, eh bien, il a moins de chances d'arriver même au second tour. Or, si ce candidat n'arrive pas au second tour, il n'y a rien qui empêche le duo Sonko et Diomaye Faye de passer au premier tour. En tout cas, merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Alors, Louis Kamako, avant, dans quelques heures, disons, les Sénégalais se rendront aux urnes. Ils sont 7 millions à être attendus aux urnes pour cette présidentielle très suivie. Avant peut-être de parler des tendances demain ou après-demain, des premiers résultats, on va quand même prendre le temps de revivre quelques instants forts de la présidence du président Macky Sall, puisque quand on parle d'élection, surtout quand le président NA6 ne se présente pas, c'est souvent aussi l'occasion de faire son bilan. Que retenez-vous, vous, de 12 ans de pouvoir du président Macky Sall qui s'en va? Il a encore confirmé le 2 avril prochain. Bon, il était là il y a 12 ans avec une fougue juvénile parce qu'il se prénommait le président du Renouveau et très vite il a lancé ce qu'on appelle plan sénégalais émergent, calqué sur 2030 parce qu'il voulait développer l'économie sénégale d'ici 2030 pour que le Sénégal devienne en fait le Dubaï de l'Afrique. C'est ce qui a fait que rapidement on a assisté à la construction de certaines universités avec l'ouverture de certaines lignes ferroviaires, par exemple on parle de ligne en fait Dakar, train express régional de Dakar, et donc qui a relié la ville et à l'aéroport, etc. Donc vous allez réaliser qu'il a également essayé de désenclaver en fait certaines zones, construire certaines routes comme je le disais tout à l'heure. Donc quand vous voyez aujourd'hui, vous allez rendre compte que le Sénégal est le premier pays en Afrique à inaugurer un train électronique aujourd'hui. Vous allez dans la ville, vous allez constater qu'il y a un petit changement en fait. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Mais à côté, je pense que la pauvreté n'a pas du tout reculé parce que sous son règne, le Sénégal a perdu 12 places en fait dans le classement du développement de l'indice humain. C'est-à-dire qu'un classement qui classe en fait les pays
en voie de développement, les pays où la pauvreté sévit également. Ça veut dire que sur le plan social, c'est vrai qu'il a eu, comme je le disais tout à l'heure, avec la construction des roues, il a désenclavé certaines zones, il a construit certaines universités, mais beaucoup reste encore à faire. Maintenant, sur le plan politique, je crois que là déjà, M. Lemou a commencé par l'aborder, a commencé par l'évoquer. Son bilan politique a été tout sauf reluisant. Parce qu'on a vu les derniers événements où à chaque fois il y a des manifestations qui se sortent par des morts, des emprisonnements et tout, des opposants sont entre guillemets inquiétés tout le temps, à l'image de Ousmane Sonko. Je crois que durant ces 3 dernières années, on en parlait ici tout le temps. Et on a vu comment est-ce que il y avait eu un acharnement politique contre cet opposant-là. On a vu comment est-ce que Macky Sall voudrait, à un moment donné, restituer la constitution pour se représenter pour un 3e mandat. C'est vrai que tu as toujours dit qu'on lui prête de l'intention, mais... En tout cas, c'est ce qu'il a dit. C'est lui qui dit que c'était des intentions qu'on lui a prêtées. Voilà, mais quand vous voyez ce que son silence a coûté au Sénégal, je pense qu'on doit lui amputer toute la responsabilité, parce qu'il aurait pu au moins se prononcer tôt sur sa candidature. Et on aurait pu éviter au Sénégal ces pertes d'envie humaine-là. Donc, il n'a pas été fait. Donc, c'est un bilan politique qui a à mettre à son actif, qui, à mon avis, est chaotique. Parce que quelqu'un disait tout à l'heure que quand vous êtes le chef suprême de l'armée, et quand il y a des choses du genre qui se passent, vous endossez toute la responsabilité. C'est-à-dire que vous soyez mêlé de près ou de loin, vous êtes le premier responsable, et donc vous êtes le premier à répondre devant les juridictions. Et ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis que son bilan politique est tout sauf reluisant. Maintenant, je le dis, peut-être qu'il y aura le temps de se rattraper, parce qu'il a déjà dit constitutionnellement, il a le droit de continuer en fait son mandat, parce que les élections, il peut avoir un second tour, mais lui-même, il a promis qu'il quittera le pouvoir le 2 mars. Donc, peut-être que là, le 2 avril. C'est là que son mandat prend fin, normalement. C'est le dernier jour. Voilà, mais ça ne veut pas dire que le 2, en fait, le débat est clos, parce qu'il peut avoir un second tour pour les élections. Maintenant, les tests lui permettent en fait de continuer par... Selon la décision du Conseil constitutionnel, ce sera finalement l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, au cas où il y aurait 2e tour qui va assurer cet intérim-là. Donc tout cela, peut-être que sur ce côté-là, il va essayer de vouloir sortir par la petite porte. Mais quand il comme de façon globale, ou bien grosso modo, je pense que le bilan de Macky Sall, c'est-à-dire que sur le plan socio-économique et sur le plan politique réuni, je trouve que c'est un bilan à peu près mitigé. Merci beaucoup à vous, Louis. Est-ce que vous retenez de l'homme après 12 ans de gouvernance au Sénégal? Vous aviez déjà commencé à évoquer cela. Constant, que retenez-vous quand on parle de Macky Sall aujourd'hui? Que retenez-vous? Il faut savoir qu'il faut aussi se rappeler que l'homme est passé aussi à la tête de l'Union africaine. Il a été président en l'exercice de l'Union africaine. Et bon, ben nous allons parler plus de son bilan au Sénégal. Pour lui, il veut laisser une certaine image de reconstructeur, de celui qui a mis le Sénégal sur la rampe du développement. Vous, que retenez-vous de Macky Sall? Je retiens de Macky Sall, à son élection, un homme qui incarnait beaucoup d'espoir pour le développement cohérent, intégré et intégral du Sénégal, vu son projet de société lorsqu'il devrait succéder à Abdoulaye Wade. J'ai été l'un de ses admirateurs. Je n'ai pas voté pour lui parce que je ne suis pas sénégalais. Je n'étais pas électeur. Si j'étais sénégalais en ce moment, j'aurais voté pour lui. Parce qu'il avait vraiment un projet de société assez alléchant. Il incarnait les ambitions de la jeunesse sénégalaise. Mais quand on parle de Macky Sall aujourd'hui, il me paraît être une haute trahison de son pays. Oui, il a assumé la plus haute fonction africaine comme président en exercice de l'Union africaine. Et il a conduit une mission de commande de blé en Russie. C'est tout ce que sauf que ce blé n'est pas arrivé en Afrique.
Autrement dit, son deuxième mandat a été plutôt... Finalement au Burkina. Il faut qu'il rende compte. Il faut que Macky Sall rende compte d'où le blé est arrivé. Hein, le blé qu'il est allé négocier en Russie, où est-ce que ce blé, où est-ce que les bateaux ont accosté? C'était surtout pour appeler à la paix, au cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Bon, je vous laisse continuer. Alors, de retour de la Russie, il est allé rendre compte au maître de sa mission. Non, les présidents sont libres de faire des voyages où ils veulent. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais surtout, il était obligé de rendre compte, de faire le rapport de sa mission en Russie, à qui de droit. Et il est allé à Paris, il a été bien reçu, il a rendu compte et il est revenu très content. Et puis, il faut retenir aussi, quand on parle de Macky Sall aujourd'hui, c'est ce président qui choisit entre les présidents militaires, des présidents qui ont fait le coup d'État dans leur pays. À certains, ils refusent même de serrer la main, mais il prend photo avec d'autres. Finalement, on ne sait même pas. Alors, est-ce qu'il a une vision propre à lui de la gouvernance en Afrique? On ne sait pas. Pour son pays, effectivement, il a fait beaucoup, mais l'ensemble de ce qu'il a fait est largement en deçà des attentes. Parce que les besoins étaient énormes, mais il n'avait pas la poigne, il n'avait pas la capacité de mobilisation des ressources, de toutes les ressources du pays et les investir dans le développement du pays. Parce que le maître était là, il était plus fort que lui. Mais à la dernière minute, je l'avais déjà dit sur ce même plateau, en réalité, le jeu auquel Macky Sall s'est livré par rapport à la fin de son mandat, son retrait, ou sa lutte pour un troisième mandat, je l'ai dit en toute sincérité, je suis convaincu que Macky Sall n'en avait pas besoin. Il était plutôt, à mon avis, il a été poussé à le faire parce que quand vous voyez l'évolution de cette situation, tantôt il veut se représenter, tantôt il se retire, mais il se fait que il doit se faire remplacer par quelqu'un qui est validé par le maître. Il a tergiversé, heureusement, encore une fois, félicitations au Conseil constitutionnel qui est resté, dont les membres sont restés droits dans leurs bottes et ils ont joué leur rôle. Aujourd'hui, Macky Sall sort par la petite porte puisqu'il ne se reconnaît pas responsable des événements qui ont endeuillé le Sénégal. Je ne sais pas s'il se sent responsable du fait que la campagne électorale a été réduite de 2 semaines. Est-ce qu'il se sent responsable du fait que le 2 avril, le président probablement ne sera pas encore élu définitivement? Est-ce qu'il se sent responsable qu'il doit quitter le pouvoir sans que le président, sans pouvoir passer la main au nouveau président? Je ne sais pas s'il se sent responsable de ça ou non. Globalement, est-ce qu'il se sent fier de la confiance que les Sénégalais ont porté à sa présence, à sa personne pendant 2 mandats? Est-ce qu'il se sent fier de quitter le pouvoir de cette façon-là? Là, c'est à lui de se prononcer. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.